Bonsoir à tous, bienvenue dans ce énième numéro du Club de la Presse. Pendant que le soleil a totalement rejoint son lit, nous vous proposons un débat de près d'une heure avec des sujets croustillants. Ce soir, nos invités défendront leur position en premier lieu sur les enjeux des meetings de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, et de l'UJRHDP le 31 mai prochain. Secondo, au Mali, va-t-on vers le divorce entre gouvernement de transition et les partis politiques? Pour mener à bien ce débat, je partage ce plateau avec Michel Betta, journaliste directeur général du quotidien Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Juste en face de lui, on a Saint-Claver Oula, qui est journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Et permettez-moi de présenter Lansine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI1, chef du service économie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci lui. Et enfin, Sangaré Yacouba, journaliste et rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir, maître Sullier. Et bienvenue. Merci. Le décor est donc planté. Rendez-vous derrière cette transition. Ce 31 mai, on assistera éventuellement à des meetings organisés et par la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, et par l'Union de la jeunesse du parti au pouvoir, l'UJRHDP, annonce faite par les responsables des dites organisations lors de conférences de presse. Quelles sont les motivations évoquées pour ces prochains rassemblements de part et d'autre, juste avant de rentrer dans les échanges? Réponse à cette interrogation avec Siaka Kone. À 5 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire et l'Union des jeunes RHDP ont en vue leur meeting de mobilisation. Après des mois de travail de terrain et de rapprochement interne, la coalition veut montrer qu'elle est non seulement capable de s'unir, mais aussi de proposer une véritable alternance. Les récents meetings organisés dans les grandes villes traduisent une volonté de mobiliser, d'unifier les bases militantes et surtout d'élargir leur influence au-delà des fiefs traditionnels. La Cap Côte d'Ivoire veut séduire les jeunes, les abstentionnistes et les électeurs désabusés. Son défi, gagner en crédibilité, rassurer sur sa capacité à gouverner ensemble et imposer une candidature unique et forte face au RHDP. Pour le giga meeting du 31 mai prochain, Cap Côte d'Ivoire entend exiger du gouvernement ivoirien les conditions d'une élection transparente et équitable. À travers des tournées nationales, des forums d'échange et des actions de proximité, la jeunesse du parti présidentiel se positionne comme un relais stratégique pour mobiliser l'électorat jeune. Elle veut démontrer que le RHDP reste le choix de confiance, de stabilité et de continuité pour la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir joue la carte du bilan. Infrastructure, emploi des jeunes, sécurité. Mais il doit aussi renouveler son discours, rajeunir son image et surtout désigner un candidat encore inconnu. À 5 mois de l'échéance, les meetings et les actions de terrain sont donc bien plus que symboliques. Ce sont des baromètres politiques qui mobilisent, qui fédèrent, qui proposent une division crédible. Ces questions guideront les électeurs dans un contexte marqué par une forte attente de changement, mais aussi un désir de stabilité. La bataille pour les cœurs et les esprits est bel et bien lancée. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Parti au pouvoir et opposition donnent rendez-vous à leurs militants le 31 mai prochain. Messieurs, quels commentaires faites-vous de cette situation? Tout d'abord, Michel Betta. Oui, on observe que le 31 mai prochain, qui visiblement est un samedi, deux organisations majeures de la scène politique se donnent rendez-vous. Il s'agit de l'opposition et du parti au pouvoir. Vous savez, le meeting est d'abord un rituel, je dis, politique, dans lequel, pour parler d'abord de la CAP, dans lequel les entités entendent mobiliser leurs partisans pour légitimer certaines de leurs revendications, notamment au niveau de la CAP qui est l'opposition, et leurs revendications sont connues. La dissolution de la CEI, la révision vraiment de la liste électorale et aussi également la sécurisation du processus électoral et autres sont autant les postures que vont certainement brandir
la CAP au cours de ce meeting du 31. À côté de cela, il y a l'Union des jeunes du RADP qui entend aussi maintenir la même date pour un meeting. Pour un meeting, et certainement qu'il sera question de s'opposer, hein, visiblement dans le discours, d'abord à ce que l'alternance que la CAP propose, s'opposer à cette alternance-là de façon dans le discours, et aussi dit que le RADP peut-être elle a continuité dans ce que elle mobilise la jeunesse et autres. Ça, c'est à l'analyse de ce qu'on peut voir dans ces différentes actions. Mais moi, je veux revenir au terrain, hein, à la réalité. Vous savez, ce discours qu'a brandi le RADP, la jeunesse du RADP, le meeting de la CAP a été prévu avant. Hein, moi, je pense, hein, parce que la CAP a tenu sa conférence avant que l'UJ RADP tienne sa conférence. Donc, c'est en fait un défi que l'UJ RADP veut brandir à l'opposition. Tu vois, quand j'ai observé ça, je me suis remémoré un peu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit comme ça, mais en fait, hein, vous savez, Koné Mamadou, le président de l'UJ RADP, est peut-être certainement un peu plus jeune que nous, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire a montré que quand on veut brandir, hein, on veut s'opposer dans la rue comme, de cette façon-là, ça conduit souvent à des situations délétères, à des situations d'affrontement. Et ces situations d'affrontement n'ont qu'une seule, qu'une seule dérivation, c'est-à-dire on crée un climat incertain, un climat d'insécurité, et ça débouche souvent sur des crises plus graves. Je pense que l'UJ RADP n'a pas besoin de proposer un meeting à la même date que la CAP Côte d'Ivoire. Ils pourraient proposer une autre date. Mais pourquoi veulent-ils forcément choisir la date qu'à choisir la CAP? Ils peuvent avoir des arguments qu'ils veulent. Hein. Moi, je n'en veux pas. Mais je me dis, en fait, comme nous sommes contemporains de notre histoire, lorsque dans l'histoire, je pense un peu en 1999, il y a eu un meeting similaire comme ça. Donc, le pouvoir voulait organiser un meeting, l'opposition aussi voulait organiser un meeting. Et puis on est rentré dans une situation délétère au point de nous conduire dans les crises que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. La jeunesse a besoin d'emploi que le RADP n'a pas offert à la jeunesse. La jeunesse a besoin d'avoir un avenir. Nos universités sont bonnes. Je pense que c'est ce discours-là que l'UJ RADP peut proposer à sa jeunesse et non pas de les mettre comme des chairs à affrontement dans l'arène politique. L'arène politique n'a pas besoin d'affrontement, elle a besoin d'idées. Et les idées, je crois qu'on peut les partager à n'importe quel moment. On n'a pas besoin de choisir la date des autres pour faire son meeting. En fait, ce que je veux faire ressortir, c'est en fait, ce que je constate dans ça, c'est la défiance. C'est la défiance que l'UJ RADP a choisi comme action politique. Et ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ils ont le pouvoir avec eux. Ils peuvent essayer cette défiance. Mais nous, qui sommes contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait que ça dégénère toujours. C'est votre avis, on le respecte. Non, mais c'est la vérité. On le respecte, c'est votre avis. Alors, voilà. Sinclaver-Poula, est-ce que vous partagez son argumentation? Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que ces différents événements de part et d'autre, que ce soit du côté de la coalition que du côté du RHDP, ça participe de la dynamique de la démocratie. Le fait que des individus, des groupements d'individus, des partis politiques arrivent à s'exprimer librement, cela participe de la démocratie, puisque nous convenons que nous sommes dans un pays démocratique. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, la coalition pour l'alternance pacifique, CAP Côte d'Ivoire, est dans une suite logique. Et cette suite logique, elle est connue depuis le début. C'est-à-dire des éléments même qui ont abouti à sa création. Et depuis le début où elle a commencé à s'exprimer, à prendre ses déclarations, à vraiment manifester ses différents désirs dans l'arène politique. Comme je le disais tantôt, c'est une suite logique et c'est par rapport à des faits qui sont connus. La question électorale, le processus électoral, l'audit de la liste électorale, la refonte de la commission électorale indépendante, la tenue de la révision
d'une nouvelle révision de la liste électorale, la question de la radiation d'un certain nombre de leaders, l'absence de leaders sur la liste électorale, tel que le président Laurent Gbagbo, tel que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, tel que la situation bien connue, récente, du président du PDCI, RDA, Tidjane Thiam. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont des arguments qui font que la coalition, aujourd'hui, sort d'un silence pour s'exprimer sur la place publique. Donc, le meeting qui est prévu, c'est vraiment tout à fait logique pour que l'opposition se prononce sur un certain nombre de choses pour interpeller l'opinion nationale et l'opinion internationale pour leur dire attention, voici la situation aujourd'hui. Cette même situation qui a eu cours par le passé et qui a suscité une crise et qu'il n'y a pas eu de résolution parfaite en tant que telle. Nous sommes allés aux élections. On a connu en Côte d'Ivoire en 95, depuis 95, chaque fois que nous allons aux élections, il y a des morts. En 95, on a eu une trentaine de morts. En 2000, on a eu 300 morts. En 2010-2011, on a eu 3000 morts. En 2020, on a eu une centaine de morts. Donc, chaque fois que nous allons aux élections, il y a des dégâts humains et matériels qui sont enregistrés. Est-ce que nous allons encore, face à ces situations que nous avons connues, est-ce que nous allons encore nous entêter? Nous allons faire fi du dialogue, nous allons faire fi des éléments qui peuvent rapprocher tout le monde, qui peuvent rapprocher les différentes tendances. Nous allons faire fi de tous ces éléments-là et nous entêter à aller aux élections pour que nous assistions aux mêmes choses que nous avons assisté par le passé. Et c'est ça, en fait, ce qui motive la coalition aujourd'hui à aller tenir ce meeting-là. Deuxièmement, on a parlé aussi de la jeunesse du RHDP. Bon, la jeunesse du RHDP, votre reporter l'a dit tout à l'heure dans son élément. Il a dit que c'était de remobiliser ces troupes, de démontrer que le RHDP a ses hommes sur le terrain et de montrer que le RHDP peut mériter un nouveau mandat. Bon, moi, tant que les autorités compétentes peuvent circonscrire les dégâts dans les rues, moi, ça ne me pose pas de problème, personnellement. Si le même 31, l'UJRHDP peut manifester et être mieux encadré par les autorités compétentes, notamment les forces de l'ordre, ben, c'est tant mieux. Tant que, de son côté, la coalition peut ne pas être dans l'œil du cyclone, ne pas être menacée. Si c'est parce que la coalition a programmé son meeting, que l'UJRHDP programme son meeting pour aller contre la sortie de la coalition en ce moment-là, c'est là que je rejoins Beta pour dire que c'est vraiment de la provocation et ça sera vraiment une provocation de trop. Et il faut éviter ça. Personne n'empêche personne de manifester dans ce pays pourvu que les choses se fassent dans l'ordre. Parce que le pouvoir lui-même dit qu'ils ne vont pas accepter le désordre. Et moi, je dis que aussi, il ne faut faire en sorte que l'UJRHDP n'envoie pas le désordre dans le pays et qu'on permette aux autres de tenir calmement leur meeting et qu'ils se libèrent, qu'ils se vident. Merci infiniment, Saint-Clair Veroula. Lansine Bakayoko, est-ce que vous partagez son avis? Quel message, selon vous, veut faire passer l'UJRHDP et Cap Côte d'Ivoire pendant ces différents meetings le 31 mai prochain? D'abord, je voudrais me féliciter du bouillonnement de l'espace politique. Ça démontre de la vitalité de la démocratie ivoirienne et c'est en même temps un pied de nez à ceux qui voulaient indiquer que la Côte d'Ivoire vit sous un régime de dictature. Aujourd'hui, tout le monde fait ses meetings, le PPACI à Dabou, Tidjane Thiam à Boissot, à Soubré, et l'opération Kokoko, aujourd'hui à Gonzagueville. Tout le monde fait ses manifestations sans que quelque chose ne leur arrive. Seulement, le gouvernement a indiqué qu'il ne permettra pas le désordre. Et je crois que c'est des propos suffisamment responsables. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter que les meetings se transforment en désordre.
Sauf si les uns et les autres ont des arrière-pensées maléfiques pour la Côte d'Ivoire. Je dis bien maléfiques. Pour ma part, je pense que le message que je vois transparaître dans ces meetings, c'est que l'UJRHDP veut montrer que l'espace public n'est pas le monopole d'un camp politique. Et elle veut montrer aussi qu'elle a de la ressource, qu'elle mobilise, qu'elle a du monde derrière elle, qu'elle a du monde derrière leur parti de RHDP. Et ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, je pense que c'est la même chose aussi pour Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire, qui veut aussi démontrer qu'ils ont des hommes qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils peuvent effrayer le pouvoir. Maintenant, quand on a fini de tracer sur la forme de cette manière, nous allons maintenant dans le fond. Dans le fond, je pense que, disons, le CAP, la coalition doit quand même bien aiguillonner ses objectifs. Parce que, voyez-vous, les revendications qui sont portées dans la plateforme qui va servir de levier à ces revendications, je trouve cela quand même un peu rédhibitoire. Pourquoi? Vous savez, il y a une décision de justice qui est susceptible de recours. Ça, c'est connu. Quand on est républicain, on se soumet à cette décision de justice. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas l'État qui va plier devant les organisations privées, quelles qu'elles soient. Même si elles s'appellent PDCI ou elles s'appellent PPACI, ce sont des organisations privées. Et ce n'est pas la justice de Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui va se mettre à genoux devant ces organisations. Les institutions de la République ont pris notamment la justice ivoirienne a pris une décision. Et cette décision, elle doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer. Maintenant, on parle de révision de la liste électorale. Je pense que faire revenir un débat qui est aujourd'hui dépassé, qui est devenu caduc, ce n'est rien d'autre que provoquer de la belligérance, ce n'est rien d'autre que de la provocation. Et puis, il y a d'autres revendications que cette organisation porte, le nettoyage de fichiers, la radiation d'un certain nombre de personnes sur la liste. Bon, je crois que ces choses-là posent problème. Donc, dans la forme, dans le fond, normalement, les manifestations ne devraient poser aucun problème à qui que ce soit. Mais nous savons là qu'il y a des gens qui sont en position insurrectionnelle, qui veulent à tout prix qu'il y ait de la déflagration au niveau social, parce que je ne vois pas d'autres objectifs que ça. Aujourd'hui, le climat est apaisé, et tout le monde va à ses occupations. D'abord, je me réjouis que ce sera un samedi, le 31, donc les Ivoiriens seront à la maison. Bon, c'est vrai que ces manifestations que les gens veulent organiser peuvent troubler leur volonté de repos, mais je ne pense pas aujourd'hui que cette coalition, d'une manière particulière et d'une manière générale, cette opposition a la capacité aujourd'hui de mobilisation, a la masse critique pour perturber la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Dans tous les cas, s'il y a des perturbations, l'État défendra la République. Ça, c'est évident. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le gouvernement qui le dit, qu'il ne laissera pas passer le désordre. Donc, pour ma part, il s'agit aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent organiser des manifestations, que ce soit les gens du RHDP ou les gens du Cap Côte d'Ivoire, il faut que les gens aient à l'esprit que nous sommes dans une république et que les lois doivent respecter. Et là, la question que moi je me pose aujourd'hui, pour Cap, mais pour qui fait-on cette manifestation? Où est-il? Où est-il? Parce qu'en réalité, Cap Côte d'Ivoire dit qu'ils sont 25 membres, mais c'est 24 plus 1 plus 24. Or, aujourd'hui, 24 plus 1 est égal à 1 en réalité. C'est-à-dire les 24 personnes, les 24 organisations, c'est égal à 0. La seule vraie organisation pour qui les gens se battent, c'est le PDCI RDA de Tidjane Thiam. En réalité, c'est cela. Sinon, les organisations Simone Babo, Boni Clavry, vraiment, c'est du 0 en fait. Donc, c'est 24 plus 1 qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que tout cela, toute cette manège, toute cette manipulation est au service du président Tidjane Thiam. Mais où est-il? Où est-il, Tidjane Thiam? Où êtes-vous? Il faut que vous reveniez pour venir prendre part à la bataille. Parce que vous ne pouvez pas être assis au bord de la scène pour que les gens, aujourd'hui, viennent défier la République ou bien viennent chercher à créer des troubles pour vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous reveniez dans votre pays pour venir assister aux joutes électorales, aux manifestations publiques, parce qu'un chef aussi, c'est celui qui prend les devants.
Merci infiniment, Lanciné Bakayoko. Sangaré, Yacouba, votre avis sur la question? Je pense qu'il n'y a pas de quoi agiter le chiffon rouge. Le fait qu'il y ait ces deux manifestations le samedi 31 octobre, pour moi, participe de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et puis, je voudrais préciser qu'aucun test de loi n'indique en Côte d'Ivoire que deux partis politiques n'ont pas le droit de faire un meeting le même jour. Cela s'est déjà passé par le passé. Je voudrais rappeler, par exemple, que le 3 mai dernier, il y a eu deux manifestations ici, deux grands rassemblements. L'un à Makori, c'était la coordination locale du RHDP, et puis le PDC à Port-Boué. Ça s'est passé tranquillement. Le ciel n'est pas tombé sur la tête d'Abidjan. Donc pour moi, il ne faut pas vraiment essayer de créer une psychose en faisant croire qu'il va y avoir la violence. Surtout qu'en l'état actuel des choses, on ne sait même pas le lieu où auront les manifestations. La ville d'Abidjan, c'est 10 communes, le district, c'est 13 communes. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Ça, c'est ce que je voulais faire d'abord comme première précision pour la forme. Pour moi, il faut garder la tête froide. Chaque parti est libre de faire sa manifestation. Ensuite, le deuxième point pour moi, c'est la bataille de l'opinion. Et ça, tout ça, ça fait partie du jeu politique. Ouais. Voilà. Donc, il se sert ça pour une bataille légitime de terrain pour voir qui mobilise sur le terrain. Et ces deux manifestations ont des objectifs très différents. Pour l'UGRHDP, c'est clair, le président l'a dit à sa conférence de presse. Premièrement, il veut rendre hommage au président de la République pour le travail titanesque qui a été abattu depuis 2011 pour relever ces pays. On est tous témoins aujourd'hui de la transformation incroyable de la Côte d'Ivoire. Et deuxième chose, c'est de préparer le congrès du RHDP qui a lieu de 21 et 22. Et la jeunesse est un levier de la mobilisation de ce congrès-là. Donc, les jeunes disent que c'est un avant-goût, voilà, une sorte de préparation avant ça. Et je pense qu'ils sont dans leur droit de le faire. Évidemment, dans le meeting, ils vont réaffirmer leur engagement à aller aux élections, mobiliser les jeunes pour qu'il y ait des élections calmes et apaisées et naturellement soutenir le candidat du RHDP. Le CAP a le droit aussi de prendre la parole parce que c'est ça aussi qui fait le jeu démocratique. Maintenant, dans le fond, je m'interroge sur la série de revendications que le CAP va brandir le 31 mai. Je précise que le 31 mai, nous serons à 5 mois de l'élection. En moins de 5 mois de l'élection présidentielle, parce que l'élection c'est le 25 octobre, c'est disons 5 mois tout au plus. Et là, à 5 mois, le CAP va demander qu'on dissolve la commission électorale indépendante pour la remplacer par une commission avec des membres qui ne sont pas des partis politiques. Ça, j'appelle ça aussi un rétropédalage, en même temps une revendication surréaliste, parce que techniquement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, ils vont demander une révision de la liste électorale, alors que là, à la mi-juin, on aura la liste électorale définitive. Je pense qu'il y a plusieurs mois, cette rhétorique revient, la CEI a été très claire, le calendrier ne le permet pas. Ensuite, ils demandent ce qu'on appelle les grands accents qui sont réinscrits sur la liste électorale. Bon, on sait tous les raisons, tout découle des raisons judiciaires. Donc finalement, on se demande, bon, pourquoi ce meeting? Si c'est pour haranguer la foule, d'accord, mais les revendications pour moi, ce sont des revendications qui ne sont pas du tout réalistes. Parce qu'elles donnent le sentiment que le CAP, c'est ça, la CAP, pardon, la coalition pour l'alternance pacifique, si elle brandit ses revendications en 5 mois de l'élection présidentielle, ça veut dire qu'elle donne le sentiment qu'elle n'est pas dans disposition pour préparer l'élection. Parce que quand on a une échéance aussi proche, où l'air doit être à la recherche des partenariats, à l'affinement des programmes, à comment investir le terrain pour inciter les gens à aller voter pour son candidat, et qu'on est là, on est à remettre en cause tout le dispositif, là je me pose des questions sur l'objectif et la sincérité réelle de l'opposition d'aller à une élection. Donc quand on analyse tout ça, on a légitimement le droit de penser qu'avec toutes ces revendications-là, que l'opposition n'est pas dans une disposition pour aller aux élections, à moins que ce soit une stratégie de diversion, et puis peut-être qu'elle prépare en bas, en sous-main, un candidat pour aller aux élections. Donc moi je pense qu'il faut aussi être correct et cohérent. Voilà, parce que pour moi, ce n'est pas juste et correct de réunir des militants et leur faire croire à 5 mois de l'élection que nous, on demande une nouvelle CEI, on demande une révision de la liste électorale, on demande que ceux qui ont été radiés de la liste électorale soient inscrits, alors qu'on sait qu'on n'a pas les leviers, alors qu'on sait que techniquement, ce n'est pas possible. Il faut se poser ces questions. Ensuite, je veux aussi qu'on soit responsable. On a 2 défis. Le premier défi, c'est une élection apaisée et transparente. Le second défi, c'est de respecter le délai constitutionnel qui est le samedi 25 octobre. Si on tergiverse d'une manière ou d'une autre, ce que je ne souhaite pas, et que l'élection ne se tient pas le 25 octobre, est-ce qu'on présage ou on présume de ce qui va se passer, ce vide constitutionnel? Ça va être une autre situation qui sera quasi ingérable, qui sera plus difficile que celle qu'on vit là. Donc, et ça, il faut que le politique y pense, il faut que l'opposition y pense. C'est pour ça que moi, je pense
qu'il faut à un moment donné être cohérent dans son discours et vraiment être correct. Ça ne sert à rien d'embarquer les gens dans ce que moi je pourrais appeler des revendications illusoires, alors que techniquement ce n'est pas possible. L'enjeu, tout le monde aspire à une Côte d'Ivoire paix apaisée. Sauf les élections apaisées, ça se fait dans un pays apaisé. Et pour qu'il y ait un pays apaisé, pour moi, l'échéance importante, c'est de respecter le calendrier constitutionnel. Parce que si on ne respecte pas le calendrier constitutionnel, on ouvre la boîte de Pandore pour autre chose, pour les certitudes. Et ça, c'est très dangereux. Donc, pour moi, il faut se consacrer sur l'échéance du 25 octobre. En 5 mois, on ne peut plus se permettre de venir là dire qu'on va casser la CEI, qu'on va demander une nouvelle révision de la liste électorale. Et puis, bon, vraiment, c'est surréaliste. Il faut que vraiment on dise la vérité aux populations. Parce que ça, si on ne le fait pas, on fait ce qu'on appelle la démagogie et de la manipulation. Et ça, ce n'est pas bon parce que c'est ça qui instrumentalise les gens et les conditionne à la violence. On vous a compris. Michel Betta, est-ce que vous partagez l'avis de Yacouba Sangaré qui nous dit que c'est illusoire les revendications que font en ce moment Cap Côte d'Ivoire? Oui, Yacouba, quand je l'écoute, je vois un peu la démarche qu'a adoptée le RHDP depuis que s'est terminée la dernière phase du dialogue politique. Vous savez, on donne l'impression que c'est aujourd'hui l'opposition pose ses préoccupations qui sont celles que Yacouba a énumérées plus ou moins. On a fini le dialogue politique en 2022. Et lorsqu'on a terminé le dialogue politique, il a été décidé de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation. Un cadre permanent. Un cadre permanent de concertation pour, en fait, évaluer ce qui a été dit et voir à quel moment ça se fait, et si ça a été fait ou pas. Cela n'a jamais été mis en place. Donc, c'est à quoi qu'on a discuté. Quand il s'agit de mettre en œuvre, on ne veut pas. Et ça, c'est la responsabilité du pouvoir. Yacouba a dit souvent qu'il faut être responsable. Mais en fait, cette crise entretenue savamment par le pouvoir RHDP, ils veulent faire porter ça à l'opposition, alors que l'opposition est dans une démarche démocratique. De sorte qu'on se demande aujourd'hui, mais attends, quelle oreille, quel discours l'opposition doit tenir pour qu'elle soit entendue par le pouvoir? C'est à quoi que le pouvoir ne veut pas entendre le discours démocratique. Il veut entendre quel discours? Il faut se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, depuis toujours, a adressé plusieurs courriers au pouvoir, sans suite, sans réponse. Ils ont dit à l'opposition, adressez-vous aux institutions qui fonctionnent bien. Les institutions auxquelles les courriers ont été adressés n'ont jamais répondu. C'est à quoi que tout le monde ne veut pas entendre l'opposition et veut que l'opposition se taise. L'opposition, on parle de non, c'est surréaliste. Mais qui a créé ce surréalisme-là? Si on avait commencé à dialoguer ou bien à trouver des solutions, on parle de l'audit de la liste électorale. Je vais arriver à ça. L'audit de la liste électorale. Vous savez, nous sommes allés aux élections de 2010 et tout le monde était unanime que cette liste électorale était consensuelle. Mais elle était consensuelle et sur la base de quoi? Des irrégularités qui y figuraient. Des irrégularités, tout le monde est unanime qu'il y a des irrégularités. On nous dit, auditons, corrigeons. On dit non, mais c'est avec ça qu'on est parti aux élections en 2010. Mais on est parti sur la base de ce que le RHDP était majoritaire à la CEI. Le RHDP était majoritaire et le président de la CEI a été choisi sous proposition de l'opposition qui était le RHDP en son temps. Donc vous voyez qu'il y a des concessions qui ont été faites en 2010 pour qu'on aille aux élections présidentielles. Il ne faudrait pas que les gens donnent l'impression que c'est un modèle de CEI pareil sur lequel les gens sont partis aux élections. Il y a eu un consensus parce que la CEI en son temps était majoritairement dominée par l'opposition et le président de la CEI a été proposé par l'opposition. Mais je vais plus loin. Donc quand on en est arrivé là, on est allé avec une liste consensuelle que nous tous reconnaissons être truffée d'irrégularités. On en arrive, on dit auditons et corrigeons ces irrégularités. On brandit le fait que non, ces irrégularités ont existé en 2010. Mais si ça a existé, que nous sommes d'accord que ce n'est pas bon, corrigeons-la, ça nous coûte quoi? Si on veut aller à des élections transparentes, parce qu'aujourd'hui, ce que l'opposition dit, c'est ça, elle ne croit pas au processus. Parce qu'elle estime que la CEI actuelle est inféodée au pouvoir. Donc elle ne croit pas au processus. Donnez-lui des gages pour aller aux élections. C'est trop lui demander. Et maintenant, on donne l'impression que l'opposition parle dans le vide. Elle veut faire un meeting même pour s'exprimer. On dit non, c'est des revendications surréalistes. Mais à qui on veut faire croire ce genre de choses-là? L'opposition est suffisamment mature. L'opposition, n'oubliez pas, l'opposition comprend des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, des anciens ministres. Mais ils ont une lourde responsabilité de l'État, donc ils savent de quoi ils parlent.
ne donnez pas l'impression que c'est des nigauds et qu'ils disent des choses qui sont... Mais 15 ans après, oui. Quand on propose les mêmes solutions, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher à reculons? On propose quelle solution? On le dit simplement, j'aime me répéter, au risque de me répéter. La liste électorale qui est là, hein, celle sur laquelle on va aux élections, elle est truffée d'irrégularités. On estimé le nombre, on parlait de millions d'irrégularités. Mais nous tous sommes d'accord, même le RHDP est d'accord qu'il y a des irrégularités. Mais on dit, puisque c'est avec cette liste consensuelle, nous sommes allés aux élections de 2010, allons-y. Mais il faut rappeler le contexte de l'élection de 2010. Le contexte de l'élection de 2010, dans la CEI, là, je me répète, dans la CEI, là, l'opposition était majoritaire. Dans la CEI de 2010, là, l'opposition, le président de la CEI avait été nommé sous proposition de l'opposition majoritaire à la CEI. Donc c'est sur cette proposition que le président de la République d'alors, le président Laurent Gbagbo, a accepté que le président de la CEI soit une figure de l'opposition. Voyez-vous, quand on n'a plus ces garanties-là, et que les uns et les autres vous disent non, vu que aujourd'hui, chacun, vraiment, je pense que chacun est campé sur sa position, de dire que nous ne sommes pas suffisamment représentés à la CEI, donc nous voulons un audit de la liste électorale. De sorte que ceux qui ont été radiés dans certains lieux, on puisse corriger toutes ces irrégularités-là. Ceux qui ont des parents, 500 parents sur la liste, on puisse corriger tout cela et aller à des élections consensuelles. C'est trop demander au pouvoir? Est-ce que vous pensez, vous à moi, est-ce que c'est trop demander au pouvoir? Non, répondez-moi. Je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à cette question. Ce n'est pas une question de répondre. Mais je dis que la responsabilité que nous avons pour ce pays-là, hein, ça nous impose une certaine rigueur dans la démarche quand même. Parce qu'on donne l'impression qu'il y a un camp pour l'opposition, il y a un camp pour le pouvoir. Mais il y a un camp pour la Côte d'Ivoire. Et ce camp pour la Côte d'Ivoire-là, c'est nous tous. Et nous devons faire en sorte que quand il s'agit d'un processus électoral, tout le monde y trouve son compte pour qu'on y aille. D'accord, merci. Saint-Claver-Oula, on va y aller rapidement. Oui, on a très peu de temps. Oui, en fait, ce que moi je voudrais dire, c'est que il faut éviter de dire que c'est à 5 mois de la présidentielle que l'opposition commence à faire des revendications et autres. Les revendications, comme l'a dit tout à l'heure Beta, sont connues depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, l'opposition a posé un certain nombre de revendications. Depuis plusieurs années, l'opposition a cherché à rencontrer le président de la République, l'opposition a cherché à rencontrer la CEI à travers des courriers et autres, même le PPACI souvent fait de cela une communication plus approfondie. Mais ce qu'il faut dire, va-t-on aux élections pour qu'il y ait des morts? Va-t-on aux élections pour qu'il y ait des crises, des dégâts? Mais non. Quand on doit aller aux élections, vous voyez, il y a des pays qui nous entourent, qui ont eu une élection transparente, libre, où le vaincu, qui est le président en exercice, a appelé le vainqueur pour le féliciter. Donc moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. En réalité, le parti au pouvoir est dans une manœuvre de confiscation du pouvoir. Le RHDP est dans une manœuvre de confiscation du pouvoir. Vous savez pourquoi? Dites-nous pourquoi. En 2020, lorsque la ministre Kandia Camara à Boubouel a rencontré des militants, elle a dit qu'il faut faire en sorte que leurs adversaires ne prennent pas le pouvoir. Parce que s'ils prennent le pouvoir, ils vont venir pour régler des comptes. Ils vont venir se venger. Elle a dit, elle a entretenu ses militants là-dessus. Donc aujourd'hui, quand on fait un rapprochement, on se dit quoi? Et une consoeur sur un plateau télé à l'international a dit que le pouvoir, le RHD a peur de l'alternance. Bon, quand on fait un rapprochement de tous ces discours, on se dit, mais qu'est-ce que le RHDP ou qu'est-ce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui se reproche pour s'accrocher au pouvoir? Parce qu'en 2020, il a dit qu'il se retirait. Après, on a accepté que de façon exceptionnelle, suite au décès du Premier ministre d'alors, Gon Coulibaly, qu'il se présente. Vous avez 20 secondes pour terminer. Oui. Aujourd'hui, le RHDP s'accroche au pouvoir à travers des artifices, des choses même qui ne tiennent pas. On dit sur la liste électorale, là, il y a des personnes, et c'est vérifié, les démonstrations ont été faites par des partis politiques, par par certains acteurs neutres, qu'il y a des imperfections là-dessus. Il y a des personnes dont la filiation n'existe pas, dont l'identité totale n'existe pas. Il y a d'autres même qui ont une centaine d'enfants. Il y a d'autres leurs enfants sont plus âgés qu'eux. Mais
Ça existe. Pourquoi ne pas mettre la liste électorale à plat? C'est l'une des revendications de l'opposition. Bon, il y a le cas du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. La Cour africaine a dit qu'il faut les réintroduire sur la liste électorale. Mais c'est quoi le problème? Et quand on le dit, le pouvoir d'Abidjan se met sur ses grands chevaux et se retire de la Cour africaine des droits. Bon. Donc, en fait, c'est des choses qu'il faut vraiment s'asseoir, trouver une solution à travers un dialogue. Et puis, celui qui est majoritaire, on va aux élections de façon consensuelle. Celui qui est majoritaire, il sort vainqueur des urnes. Et puis bon, le pays continue d'avancer. On vous a bien compris. Lansine Bakayoko, est-ce que vous êtes d'accord avec Saint-Claver Oula? Oh, je ne peux pas être d'accord avec tout ce que mes oreilles ont entendu. Oui, pas du tout. Dites-nous pourquoi en 30 secondes. Pas du tout, parce que je considère que tout le chapelet de revendications dont il parle, c'est un agrégat de caprices. C'est un agrégat de caprices de politiciens qui voient leur marge populaire se réduire comme peau de chagrin aujourd'hui, qui savent que sur le terrain politique, ils n'ont plus voix au chapitre. Et qu'aujourd'hui, si on va à une élection qui est égale à 1 plus 1 plus 2 plus 3, ils sortent quasiment perdants. Donc aujourd'hui, ils engagent des revendications qui manifestement sont des casus belli. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui demander qu'on révise la liste électorale. Et puis bon, la CEI bashing. La CEI bashing, nous l'avons dit, ne peut pas passer. Parce que la CEI n'est responsable de rien. D'ailleurs, vous avez voulu la faire passer pour responsable dans le cas de Tidjane Thiam. Elle a dit, moi, ce n'est pas moi qui inscris les gens sur la liste électorale. Elle a maintenu Tidjane Thiam, alors qu'il y avait des plaintes qui avaient été posées. Mais finalement, c'est la justice qui a tranché. Et très certainement, Tidjane Thiam va être retiré de la liste, comme l'a recommandé le tribunal de première instance d'Abidjan. Par ailleurs, je voudrais tout de suite dire que l'opposition ivoirienne doit faire preuve de responsabilité. On sait tous que ce n'est pas, elle n'est pas en train de préparer une élection. Elle est en train de préparer, elle est en train de se gagner du temps, créer une situation de tension artificielle pour pouvoir empêcher le processus démocratique ivoirien de se poursuivre. Et là, ça se voit très clairement. Et puis, ce que je voudrais dire, il ne faut pas que les gens pensent que la Côte d'Ivoire doit marcher au rythme des volontés de l'opposition. Je parle de caprice. Ce n'est pas l'opposition qui va donner la cadence. Ce n'est pas elle qui va... Ce n'est pas son agenda qu'on va suivre. À tout le moins, si on ne s'entend pas sur les termes, on applique la loi. Si on ne s'entend pas, si vous demandez un dialogue politique, à la limite, vous commandez un dialogue politique, ce dialogue politique a déjà eu lieu. Et donc, ne demandez pas à un régime qui a été élu, qui est en train de travailler, de lui demander de venir pour des causeries quasiment quotidiennes. Non, je pense que ça, ce n'est pas utile. Et ce que je voulais dire, je voudrais terminer par là. On termine rapidement. Tu veux montrer la magnanimité, je ne sais pas bien la mansuétude du président Laurent Gbagbo au cours de son mandat, mais Laurent Gbagbo souffrait d'une crise énorme de légitimité. Il était obligé d'accepter toutes les caprices. Et ça, c'est réel. Laurent Gbagbo n'avait pas été très bien élu en 2020. Il a même dit qu'il a été élu de façon calamiteuse. Il a dit, il ne faut pas nier l'histoire. Il ne faut pas nier l'histoire. Il l'a dit, il ne faut pas nier l'histoire. Après, lui-même, il a dit qu'il a été élu de façon calamiteuse. Michel Betta, oui, Yacouba, vous avez la parole. Il termine rapidement. Lansine Bakayoko, vous terminez en 20 secondes. Il a dit Saint-Claver Oula. Après, il a expliqué. Yacouba Sangaré, on laisse Lansine Bakayoko terminer rapidement. Qui souffrait grandement d'illégitimité, était obligé d'accepter toutes les caprices, même celles des rebelles. Ceux des rebelles. Les caprices des rebelles. Vous voyez, donc, je veux dire, Laurent Gbagbo, il ne l'a pas fait. On le laisse aller au bout de son argumentation. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait le sens de la République. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait la paix. Il l'a fait parce qu'il avait le couteau sur la gorge et il était obligé de céder à toutes les revendications. Parce qu'en 2001, justement... On termine par là. Donc, tu voudrais dire qu'il faut... Saint-Claver Oula. Sous la gorge. Il faut le rapport de force. Le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition, ne peut pas dicter ses lois. Le rapport de force dans la démocratie, le rapport de force, comment dans la démocratie, selon quoi? Mais si le rapport de force, c'est dans les discours, c'est pas en mettant un couteau à la gorge de quelqu'un. Les élections tu es en train de dire que l'opposition doit avoir des armes pour pouvoir... Les élections législatives ont eu lieu en 2023. Oui, mais c'est... Bakayoko, vous terminez rapidement. Vous terminez en 10 secondes. Eu lieu en 2023, je crois que c'est le seul baromètre là on mesure. Oui. L'opposition a remporté quasiment 90% des circonscriptions. Et c'est ça, c'est là-bas que ça s'exprime sur le terrain. C'est ça que j'appelle rapport de force politique. Je ne parle pas de rapport de force militaire. Aujourd'hui,
Les rebelles, vous les connaissez, tout le monde les connaît. Ils sont en pérégrination dans la sous-région. Tout le monde les connaît. Je ne pense pas que ce soit le RHDP qui ait pris les armes en 2021. Ceux qui ont pris sont clairement connus. Et ça, il faut pouvoir s'en accommoder et savoir que Laurent Gbagbo a accepté tout ce qui a été accepté simplement parce qu'il n'avait pas la légitimité populaire et son régime était prêt de s'effondrer. Merci infiniment. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. On est forcé de passer à notre dernier sujet. Ouais. 20 secondes. 20 secondes. Je voulais juste dire à mon frère Oula que l'alternance ne dépend pas d'un parti politique. C'est le peuple qui décide de l'alternance parce que c'est le peuple qui vote. Donc les partis politiques ont pour rôle d'aller séduire le peuple avec leur programme de gouvernance. Et c'est là que oui, mais il ne faudrait pas que la voix du peuple n'est pas volée du tout. Donc c'est ça le jeu démocratique. La vérité de tout ça. Vous remarquez bien, l'opposition est dans une stratégie vraiment de boycott du processus. Il faut mettre un dispositif. Depuis plus d'1 an, transparent, on est dans c'était d'abord la série bashing. Est-ce que vous savez que la révision de la liste électorale, là, elle était prévue depuis le mois de juillet. C'est l'opposition qui a demandé qu'elle ait lieu en octobre-novembre. Le résultat, là, ils n'ont pas été capables de mobiliser. La véritable raison, c'est que l'opposition est consciente qu'aujourd'hui, sur le terrain, elle n'est pas majoritaire. Ce sont les résultats qui demandent les résultats des élections de 2023. Donc elle est consciente qu'en l'état actuel, elle ne peut pas gagner. Donc elle est dans une stratégie de diversion pour ne pas aller aux élections. Dites la vérité. On termine sur ces mots-là. On termine sur ces mots-là pour cette actualité. On termine sur ces mots. Messieurs, s'il vous plaît, au Mali. On part au Mali, justement, où un décret signé par le général Assimi Goïta a suspendu mercredi 7 mai et jusqu'à nouvel ordre les partis et les associations à caractère politique, invoquant une raison d'ordre public. Cette décision intervient après la phase nationale des discussions concernant l'avenir des partis politiques, étape déterminante dans le processus de révision de la charte des partis politiques. Cette décision a suscité de vives réactions au sein de l'opposition. L'on a même assisté à un meeting des partis concernés sur la situation afférente à cette décision. Je vous invite à suivre cette analyse de Siaka Kone. La situation politique au Mali est de plus en plus complexe et préoccupante. Le divorce entre le gouvernement de la transition et les partis politiques ainsi que la dissolution de ces derniers soulève des questions importantes sur la démocratie et la gouvernance dans le pays. La décision de maintenir le président Assimi Goïta pour un mandat de 5 ans renouvelable sans élection est perçue comme une confiscation du pouvoir, mais aussi comme une remise en question des principes démocratiques fondamentaux. Plusieurs partis politiques dissous expriment leur colère et leur inquiétude face à la situation. Ils dénoncent une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression et à la participation politique. Certains considèrent que ces mesures renforcent un pouvoir autoritaire et limitent la voix des citoyens dans le processus politique. Cela pourrait avoir des répercussions sur la stabilité politique, la légitimité du pouvoir et la confiance des citoyens dans leurs institutions. Déjà pour le 5 juin prochain, un giga-meeting prévu par la coalition des partis de l'opposition en vue de se faire entendre a été reporté. La décision de dissoudre les partis politiques est intervenue après la recommandation aux sorties des assises pour la refondation au Mali. Quel commentaire faites-vous de cette décision? Michel Betta. Oui, moi je veux rappeler à tous que la transition au Mali n'est pas un modèle, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence de la confiscation du pouvoir par ceux qui dirigeaient. C'est une conséquence de l'alternance bloquée, de cette manière d'écarter des candidats à une élection présidentielle. C'est la conséquence de la transition. Donc cette transition-là, une transition militaire qui se met en place, mais ce n'est pas pour faire le bonheur des populations dans l'expression démocratique. C'est ça le problème. C'est pourquoi on ne cesse d'interpeller quand on peut, pour dire qu'aujourd'hui, nous assistons au Mali. Ce qui se passe là-bas, c'est une dérive autoritaire. Il ne faut pas se cacher. Mais cette dérive autoritaire vient de la perte de confiance que les acteurs politiques ont instaurée au sein des populations. C'est pourquoi il y a eu ce mouvement populaire qui s'est levé pour exiger une transition. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit les conséquences de nos refus de dialoguer, de notre volonté de bloquer un processus qui peut aboutir à une alternance crédible, une alternance pacifique, comme le réclame l'opposition ivoirienne, tout cela, ça ne peut faire penser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis en train d'observer le Mali et je prie que ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire.
Parce qu'on est en train de créer les mêmes conditions que ce qui a conduit au Mali à cette transition militaire. On est en train de créer des conditions de sorte que l'opposition se sent exclue d'un processus électoral qui devait nous réunir, qui devait nous mobiliser les énergies des parts et d'autres. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler des listes électorales. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des meetings de rue. Pourquoi faire? Pour nous défier. Est-ce qu'on avons-nous besoin de cela? On va commenter juste l'actualité malienne. On a eu largement le temps de commenter l'actualité de l'opposition de la Côte d'Ivoire ainsi que les meetings tout à l'heure. Mais je dis que l'actualité au Mali ressemble plus ou moins à une dérive autoritaire qui, malheureusement, est liée à ce qu'on n'a pas créé les conditions d'une démocratie qui rassure les différentes entités. Et aujourd'hui, nous sommes le Mali, ce grand peuple malien en train de subir les dictats d'une junte militaire au pouvoir. Et comment en sortir? C'est ça la grande question. L'opposition, les partis politiques veulent se réunir pour un meeting. Mais est-ce que ce meeting sera autorisé? Est-ce qu'ils vont leur permettre de s'exprimer? Voilà où on en est aujourd'hui au Mali. La réponse, on l'aura le 5 juin prochain. Voilà, c'est pas certain. Et Assimi Goïta ne peut plus permettre que quelqu'un s'exprime en dehors de ceux qui vont chanter ses louanges. Il ne peut plus permettre, parce que s'il le permet, il sait que c'est une diatribe contre son pouvoir. Parce que son pouvoir ne tient que par la force de ses armes. D'accord, merci infiniment. Saint-Claver-Oula, est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oh oui, il a fait un retour sur les faits concernant la crispation qu'il a eue à l'époque sous IBK, qui n'a pas vu le danger venir, et les solutions que ses pairs qui y sont allés. Le président Alassane Ouattara, même, je crois, à l'époque, faisait partie d'une délégation. Ils n'ont pas vu les choses venir. Et puis, bon, il y a eu ce coup d'État militaire qui a eu lieu. Après, les militaires ont prévu rendre le pouvoir. Une élection même avait été prévue, je crois, en février 2024. L'élection n'a pas eu lieu. Et puis, après, les militaires, à travers un forcing, ont obtenu un mandat de 5 ans, sur la base de quoi? Mais je veux dire que c'est vrai, quand il y a eu ce putsch, l'ensemble, ou si vous voulez, la majorité du peuple malien l'a accepté tout de suite, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la gouvernance qui était rejeté, vomi par la population, la gouvernance de celui qui était là, IBK, qui avait été élu de façon démocratique. Mais vous savez, ceux qui viennent au pouvoir, ils viennent au pouvoir par les armes. Ils ne viennent pas au pouvoir après une élection démocratique transparente. Et donc, étant au pouvoir avec les armes, ils gouvernent avec les armes. Ils réduisent la marge de manœuvre des partis politiques et autres. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, je pense que ils y sont déjà. Ils y sont déjà, il faut trouver la solution. Bon, la solution, comment elle va être trouvée? C'est la capacité des Maliens eux-mêmes, les partis politiques, les militaires qui sont au pouvoir, la capacité à se rapprocher et à mener un dialogue constructif, les garanties que les uns et les autres vont donner. Aujourd'hui, pendant que vous avez le djihadisme qui frappe quotidiennement au Mali, il n'est vraiment pas bien séant de créer encore des manifestations qui vont créer de plus en plus de crises, qui vont créer de plus en plus de morts, de tensions au niveau de la population. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est d'appeler le peuple malien, ce peuple-là, à vraiment mettre en avant le dialogue. C'est-à-dire dialoguer et arriver à surmonter les dissensions, les oppositions de part et d'autre, à discuter, à puiser en eux cette force pour pouvoir aujourd'hui parvenir à un consensus et puis qui va déboucher sur une élection transparente pour permettre à un civil d'arriver au pouvoir. Ben, si Assimi Goïta, comme il a fait son confrère militaire au Gabon, comme il a fait son confrère militaire au Gabon, qui a tronqué le treillis et
qui a fait vraiment campagne dans l'opinion, qui a réussi à rapprocher de lui des politiques et autres, se fait élire, c'est Assimi Goïta. Il a la possibilité de le faire. Si tant qu'il veut rester au pouvoir, qu'il le fasse. Et permettre aujourd'hui que les libertés s'expriment au Mali et faire bloc pour faire front contre les djihadistes qui sèment toujours la mort, la panique au niveau des populations. Et justement, c'est la lutte contre le terrorisme qui est mise en avant pour la prise de ces grandes décisions-là. Est-ce que Lansana Bakayoko, pour vous, c'est légitime? Non, il n'a aucune légitimité. Vous savez, tout à l'heure, il a dit qu'il a semblé adouber, enfin comprendre, il a semblé comprendre ce que les militaires sont en train de faire, puisqu'il a dit que ce sont les conséquences d'un certain nombre de politiques qui a été menées auparavant. D'abord, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas, entendons-nous sur les mots, ce n'est pas une dérive dictatoriale, c'est un ancrage dictatorial. Ce n'est pas une dérive. Parce qu'ils sont nés dans la dictature, c'est par la dictature, la force qui sont venus au pouvoir, et jusque-là, ils n'ont jamais donné de gages ni de signes démocratiques. Donc, ils sont en train de s'ancrer. Donc, c'est un ancrage totalitaire qui est en place. Quand on s'est entendu sur ça... C'est ce que nous sommes en train de... Oui, il a semblé dire que c'est une dérive. C'est-à-dire que ce sont les conséquences, les inconséquences des politiques qui ont fait que les militaires sont en train de se comporter. Ça veut dire qu'avant, les gens, ils travaillaient bien, mais c'est plus tard, c'est plus tard qu'ils ont commencé à dériver. Non, je vais préciser mon idée. Je dis que la transition militaire au Mali n'est pas un modèle, mais c'est la conséquence de l'action, de la confiscation du pouvoir politique par ceux qui étaient là avant. Parce qu'avant eux, il y a eu Ibeka, c'est tout ça qui a conduit à cela. Non, donc attendez. Il me semble que vous partagez le même avis. D'abord, ce n'est pas vrai. Il me semble. Non, je vais te faire une petite généalogie. Ce n'est pas vrai. On y va en 30 secondes. Après Modibo Keïta, c'est Moussa Traoré qui prend le pouvoir en 1968. Il fait 23 ans en 91. À part cet épisode, qui s'est accroché au pouvoir au Mali? Qui a exclu d'autres au Mali? Après le coup d'État d'Amadou Toumani Touré, qui organise les élections, et Alpha Oumar Konaré prend le pouvoir, qui est-ce qu'il a exclu? L'ADEMA était né, tout le monde était dedans. Qui est-ce qui a exclu? Personne n'a été exclu. Quand l'ADEMA quitte le pouvoir et qu'Amadou Toumani Touré revient, il ne crée même pas de parti. Il fait une sorte de gouvernance inédite où tout le monde est dedans, il n'y a pas de parti. Tous les Maliens sont ensemble. Quand à 3 mois de la fin de son mandat, Aya Sanogo vient le renverser, mais qui est-ce qui a été exclu? Il n'a exclu personne. Bon, Aya Sanogo, quand il a été forcé à quitter le pouvoir et que Ibeka a pris le pouvoir, Ibeka s'est installé, Ibeka a exclu qui pour justifier un coup d'État? Il n'a exclu personne. Personne. Il n'a exclu personne. Tout le monde était dans le jeu. Il y avait l'URD de Soumaïla Cissé. Il a même pris des opposants. Moussa Mara, qui était maire de la commune 4 et qui était un opposant, le fils d'un ancien ministre, qui est devenu son premier ministre. Et après qu'il est sorti du gouvernement, il y a eu plein d'autres, Modibo Sidibé, plein d'autres qui sont entrés dans son gouvernement. Donc c'était un gouvernement, si tu veux, Nzassa, où tout le monde y était. Donc qui a été exclu? Personne n'a été exclu. Donc, on ne peut pas me dire ici qu'on va justifier le coup d'État au Mali par une exclusion qui n'a pas existé. Maintenant, tu as tout fait pour amener cette affaire en Côte d'Ivoire. Moi, ça me surprend. La Côte d'Ivoire, d'abord, il y a des résultats que les Ivoiriens sont en train de saluer en grande pompe. Il y a des résultats qui sont tangibles. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est de ça que notre opposition a peur. Je ne suis pas en train de dériver sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça que notre opposition a peur. Parce qu'il y a des résultats qui sont tangibles. Contrairement au Mali aujourd'hui. Contrairement au Mali. Il terminera sans parler de la Côte d'Ivoire. Contrairement au Mali, où aujourd'hui, c'est avec des bidons qu'on va chercher de l'essence. On fait des rangs kilométriques pour prendre de l'essence par des bidons. Le djihadisme a métastasé l'ensemble du pays. Aujourd'hui, même les régions du Sud, Sikasso, Ségou sont aujourd'hui sous la menace, y compris Bamako où il y a eu des attaques simultanées et avec vraiment l'irrévérence des djihadistes qui sont allés s'attaquer jusqu'à un des camps les plus importants de la commune de Bamako. On vous a bien compris, Lansana Bakayoko. Et même à Kati où réside le chef de la junte. Donc, pour moi, aujourd'hui, la junte n'a aucune justification. Elle veut simplement confisquer le pouvoir. Elle a mis tous ses opposants, Clémence Dambélé en prison, Razbat en prison, Issa Kaoudim en prison. On vous a bien compris, Lansana. Sont en exil. Merci. Donc, en réalité, c'est une dérive totalitaire qui n'avait d'autre volonté que de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Merci infiniment. Yacouba Sangaré, pour terminer rapidement, en 30 secondes. Cette dernière décision est la conséquence logique d'une volonté ferme
affiché depuis le début par la junte déjà. Depuis le début, la junte est dans une logique de confiscation du pouvoir. Et moi, je ne cesse de le répéter. Et donc, vous l'avez vu, c'est ça. Déjà, ça fait 5 ans. Le 18 juin prochain, ça va faire déjà 5 ans. C'est l'équivalent d'un mandat que la junte a fait sans avoir fait reculer le terrorisme. C'est pourquoi la junte a pris le pouvoir, sans avoir amélioré la gouvernance. Aujourd'hui, la situation est très difficile au Mali, surtout. Et là encore, il a été désigné à la suite de ces consultations-là et était comme président de la République pour 5 années. Donc, il est sans résultat. Sans résultat. Donc, il est clair que pour moi, la junte a décidé de prendre le pouvoir et je suis sûr qu'elle ne laissera pas l'opposition politique s'exprimer. C'est une bataille qui est engagée. C'est à l'opposition de trouver les moyens qu'elle peut trouver, de faire la pression, peut-être une pression de la rue, peut-être ça seulement, je pense, que peut-être faire reculer la junte. Mais sinon, si c'est les meetings qu'ils vont faire, je ne suis même pas certain que la junte va autoriser les meetings. Le dernier, ils avaient prévu un rassemblement le 9 mai qui a été interdit. Ils ont remis le 5 juin, je parie que le 5 juin n'aura pas cette manifestation parce que la junte est très déterminée à étouffer toutes les voix discordantes. C'est vraiment un recul spectaculaire de la démocratie. On se croirait en 1968 au coup d'État de Modibo Keïta. Merci infiniment. Et Moussa Traoré, pardon, contre Keïta. Voilà qui est dit. Merci infiniment, messieurs, d'être venus participer à ce débat. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres sujets et d'autres débats. Merci infiniment et très bonne soirée sur RTI 1.